En attendant, vous, en ce qui vous concerne, votre formation musicale vous menait vers la musique sérielle. Est-ce que vous l'avez complètement abandonnée ou pas? Non, je ne l'ai jamais abandonné. J'ai fait certaines études, comment les appeler, les études que devraient faire tous les compositeurs avant de faire une carrière de compositeur, précisément. J'ai fait des études sérieuses qui passent en revue toute l'histoire de la musique et qui passent évidemment dans la musique sérielle, Schoenberg, etc. Je n'ai jamais abandonné, même au contraire, je l'utilise souvent dans les films. Et très souvent, cette musique sérielle dans laquelle je crois, je la mets également dans des morceaux de tonaux. C'est-à-dire, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de musique sérielle. Par exemple, dans le morceau d'harmonica, il y a une petite série de sons qui sont insérés à l'intérieur d'un langage tonal. C'est pourquoi les possibilités expérimentales que j'ai eues, également dans le groupe de Nuova Consonanza et d'autres qui m'ont permis de l'expérimenter et m'ont amené à ces résultats. Et ce sont des résultats simplement musicaux, mais je ne l'ai jamais abandonné, même si ça ne se voit pas. Et vous avez fait des expériences intéressantes, notamment une que vous aimeriez peut-être bien reprendre, c'est pour Un tranquillo posto di campagna, excusez-moi l'italien, le film d'Elio Petri, où 50% de la musique était improvisée pendant la projection, avec Nuova Consonanza, c'est juste? No, il tranquillo posto di campagna è una cosa molto importante. Tranquillo posto di campagna, c'est quelque chose de très important. C'était une contribution de musique contemporaine que j'ai écrite pour 50% à peu près. Pour l'autre partie, c'était une musique contemporaine qu'il était impossible d'écrire pratiquement. Et comme je faisais partie du groupe d'improvisation de Nuova Consonanza, qui était un groupe expérimental qui ne travaille plus depuis quelques années parce que nous avons des intérêts un petit peu différents, j'ai cru opportun de le proposer à Petri. Et ensuite, après beaucoup de répétitions, nous avons pu mener à bien ce langage pour 50%. Effectivement, 50% est du groupe d'improvisation de Nuova Consonanza, de moi et de 5 autres personnes. Il y a Regis Macchi, Bertolucci, John Heinemann, Franchi Evangelisti, moi-même et un autre dont je ne me souviens plus du nom. Malheureusement, Mario Bertoncini peut-être. Et l'autre moitié est de moi. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans EAGO saison 14 épisode 41. Cette semaine émission trompette de la renommée Forza Italia, faire l'histoire. Il était Rital et il le reste, et dans ses notes et dans ses gestes, nos saisons sont devenues siennes mais sa musique est italienne. Rital dans ses colères, dans ses douceurs et ses prières, il a la mémoire de son espèce, il était Rital et il le reste. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation de Claudio Barzotti. Donc, nous allons parler de l'Italie et notamment de Ennio Morricone, qui est le sujet d'un documentaire de Giuseppe Tornatore qui sort dans les salles françaises le 6 juillet prochain, 2 ans jour pour jour, donc après la mort de Ennio Morricone, le grand compositeur de musique de film notamment, mais pas que, nous allons y revenir. Et donc c'est une émission spéciale consacrée ce soir à ce compositeur de génie. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Et il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Justine n'est pas des nôtres ce soir car justement elle est partie sur les terres italiennes, donc c'est bien malin pour hommage probablement à Ennio Morricone. Mais et donc, elle a bien raison. Elle a bien raison, elle est donc remplacée par quelqu'un qui nous rejoint, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, c'est Simon. Bonsoir à tous. Merci Simon, de l'ancien bien sûr, pour ne pas confondre avec le
le jeune qui vient de temps en temps. Merci Simon d'être là, très plaisir, et grand amateur de Ennio Morricone, une grande partie de ta discothèque, en tout cas de ton rayon de musique de film, est consacrée à Morricone. Oui, plaisir partagé de vous retrouver à cette occasion, et je suis sûr qu'effectivement je vais aussi en apprendre beaucoup, parce qu'on a tous nos terrains de prédilection chez Morricone, vu le continent que c'est. Exactement. Et à la mise en son de cette émission, donc il n'y aura pas Valentin ce soir, qui se remet difficilement de son deuxième week-end dans le cercle de l'enfer au Hellfest, donc puisqu'il est travaillé, mais donc il est remplacé par Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Qui aussi aime bien faire joujou avec la musique, tout ça, Morricone, faire des piou-piou et compagnie. Hellfest où ils ont dû entendre du Morricone, puisque Metallica... qui a joué dimanche soir à 23h. Ils commencent toujours leur concert par Ecstasy of Gold Exactement. Dupont, La Beauté et le Truand. Exactement, au moins c'est un programme cohérent, vous l'avez vu. Donc voilà, avant de passer donc à la section christique de cette émission et de parler d'Ennio Morricone, on va faire rapidement les agendas. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Les agendas, donc agenda local, il n'y a pas grand chose, juste pour dire que quand même ce week-end, donc c'est la fête du cinéma en France, toutes les séances dans tous les cinémas sont à 4€, et ce sera donc l'occasion pour vous de voir ou revoir le meilleur film de 2021 qui malheureusement est passé un peu trop inaperçu, donc dans les cadres du film de dimanche soir qui sont proposés par nous-mêmes et par le Cinéma est mort. Donc ce sera à 20h à l'Arvor, le West Side Story de Spielberg. On est d'accord que dans le temps c'était 1€, non, la fête du cinéma? Oui, c'était 1€, c'était même moi j'ai même souvenir qu'au tout début, dans mon souvenir, c'était 10 francs. Et je crois que je me demande si c'était pas 10 francs pour tout. C'est-à-dire tu payais un truc et tu allais voir toutes les séances. Je suis pas sûr, hein, mais ça c'était il y a longtemps. J'ai souvenir du Cinoche à 10 francs, mais j'ai souvenir du Cinoche normal à 25 francs. Voilà. Si vous avez moins de 30 ans, vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle. Hein, mais moins de 40. Voilà. En Bretagne, aux Arcades à Quimper. Où j'ai vécu les premiers frissons cinéphiles. Les folles années cinéphiles. Exactement. Donc voilà, c'est tout. Sinon, il ne se passe pas grand-chose, je crois, dans Rennes. Thibaut, non. Moi j'ai regardé, il n'y a plus personne, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, c'est pour ça, ce sera la dernière séance des films du dimanche soir avant la pause de l'été, donc nous reprendrons au début du mois de septembre. Donc voilà. Il y aura une programmation autour des flics, non? Oui, une programmation tout l'été à l'Arvor. Ils font plusieurs cycles. Il y aura des choses pour les enfants, mais pour nous les adultes, donc il y aura une fois par semaine un cycle avec la police partout, qui commence avec Bullitt. Il y aura notamment du Robocop et compagnie. Gendarme de Saint-Tropez, Sacré Gendarme, Maxime. J'aurais bien aimé ça, de Bernard Launois. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de copie, tu vois, malheureusement. C'est ballot. C'est bien dommage. Sinon, donc, au rayon des sorties nationales, demain, formidable, 2 comédies françaises qui nous sortent. Je crois que j'ai vu qu'il y en a encore une avec Alban Ivanov. Exactement. Il devait être 3 en fait. C'est son 5e film cette année, Alban Ivanov. Là, ça faisait bien 1 mois et demi qu'on n'avait pas eu de film avec lui. Donc là, ça s'appelle La Traversée. Et ça a l'air d'être le même film que le film précédent. À peu près, oui. À vérifier, bien sûr, mais sinon, autre comédie. C'est le côté filonné des Italiens. C'est qu'on va en parler aujourd'hui. Ouais. Et donc, à propos de Italien, un remake d'un film italien de 2016, mais là avec avec Jérôme Commander, Irréductible, avec aussi Christian Clavier dans le rôle d'un syndicaliste. C'est vous dire, c'est un rôle de composition. Donc voilà, apparemment, d'après mon contact à Washington, c'est un des pires films que j'avais fait sur les fonctionnaires, et pourtant, il y a de la concurrence quand même. Ah, il y a des films du Palmacho qui ont été faits. Oui, mais là, je pensais surtout au film des Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel, pardon, pas du Palmacho. Oui, les municipaux. J'ai vu, donc croyez-moi que la concurrence est rude quand même. Oui, apparemment, ils s'en sont encore sur les blagues de excusez-moi de vous déranger pendant la sieste. Voilà, c'est ça. C'était drôle du temps de Coluche, mais ça quand même. Non, mais vous savez, quand c'est drôle une fois, c'est drôle toutes les fois pour le cinéma français. C'est comme l'épée. Exact. Oui, mais ça c'est un ressort ça fait toujours comique. L'épée et les nazis. L'épée, les nazis, les fonctionnaires. Voilà. Et les femmes aussi. À propos de femmes, donc demain sort aussi Salam, le film, le documentaire de et avec Diams sur son abandon de la musique entre guillemets et sa conversion à l'islam et sa vie depuis les 20 dernières années. Ah oui, tu veux dire qui est à Cannes. Oui, le film de propagande, tu veux dire. Exactement. Sinon, il y a, je ne sais même plus qui sortait, il était à Cannes aussi, le nouveau film de Park Chan-wook, Decision to Live, qui sort demain. Donc à vérifier. J'ai un peu plus envie d'aller voir que le film avec Diams, bizarrement. C'est un style différent. C'est son premier film depuis Mademoiselle, je crois. Ouais, qui date quand même d'il y a 5 ans, un truc comme ça, 5 ou 6 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Pour Thibaut, donc, qui attend le Tour de France avec impatience, il y a justement un film sur le Tour de France qui s'appelle L'équipier, qui n'a aucun rapport avec le film. Je rappelais ça Détour de France. Détour de France. Mais donc L'équipier qui n'a aucun rapport avec le film sur les phares bretons avec Philippe Torreton qui était sorti il y a une vingtaine d'années.
De Philippe Liorès, je crois. Quoi Ah oui, j'ai vu ça. Un film sur Philippe Torreton qui fabrique des phares bretons. Non. Ah oui, les phares. Les phares, les luminaires, pas les phares bretons, pas le phare. Oui, un phare en Bretagne, si tu préfères. Il faut que tu précises un peu, parce que moi j'étais parti, j'étais en train d'imaginer j'étais en train d'imaginer Torton avec, je sais pas, Depardieu qui lui apprend à faire la recette du phare au pruneau, tu vois, des choses comme ça. Pourquoi pas. Je pense que ça aurait été mieux. Mais avec Alban Ivanov, par contre, il y a peut-être moyen de faire un truc. C'est possible. Et sinon, pour finir, car donc vous l'aviez oublié que cette trilogie de Luc Besson existait, Arthur et les Minimoys connaît un genre de suite spin-off Arthur Malédiction, où là ça se passe dans le monde réel avec des jeunes qui vont dans la maison d'Arthur, enfin du héros du film de Besson, et en fait il va se passer des trucs bizarres réalisés par Barthélemy Grossman. Une étrange suite 10 ans après, comme si les jeunes de 20 ans maintenant avaient tous été fans de Arthur et les Minimoys. Alors que non. Bizarrement, non. Miyazaki, oui. Notre ami Pixar, Gros Luc, qui d'ailleurs a encore une nouvelle plainte pour agression sexuelle. C'est pas grave, il doit être à 2 ou 3 acquittements. C'est bon. Alors pour l'instant, il n'est pas encore acquitté. Il a été à l'école, à la Darmanin School of Justice. Est-ce que tu penses qu'ils ont un club avec Polanski? Je te dirais avec Damien Abad. Oui, c'est ça. Alors, comme on dit aux États-Unis, allegedly, quoi. Exactement. Pas de polémique. Pas de polémique, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des avocats. Donc voilà, ce sont les choses qui sortent demain. Il y a des choses intéressantes et d'autres un peu moins. Mais bon, voilà, c'est pour une fois qu'il y a genre des trucs un peu quand même qui sortent, ça nous change un peu. Park Chan-wook, c'est cette semaine, c'est demain que ça sort? Oui, demain. Ça vaudrait peut-être le coup d'en parler. Pourquoi pas, on en parlera tout à l'heure, mais j'y pensais. Mais oui, j'en suis, moi. Donc voilà, c'est le programme. On parlera d'autres trucs la semaine prochaine, probablement. On va s'arrêter là. On va passer tout de suite à la section critique de cette émission. On va aller cavaler du côté de l'Italie et des cow-boys, entre autres. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Ennio Morricone avec une chanson chantée par Peter Tevis pour le film A Gringo Like Me. Et donc de Ennio Morricone, il va en être question jusqu'à la fin de cette émission, car il le mérite amplement, et on n'aura pas le temps de 3/4 d'heure pour faire le tour de son immense carrière. Mais donc, comme je le disais, sort le 6 juillet le documentaire Ennio, qui donc, comme son nom l'indique, consacré à Ennio Morricone, réalisé par Giuseppe Tornatore, dont Morricone a fait toutes les bandes originales de films entre 1988 et jusqu'en 2016, qui était le dernier film en date de Tornatore. Et donc c'est un long documentaire fleuve de presque 2h40 qui revient sur toute la carrière du compositeur dans ses différents aspects, à la fois donc dans ses compositions pour le cinéma, pour la chanson pop italienne, dans la musique concrète, ses concerts et toutes les choses un petit peu différentes qu'il a fait, en revenant bien évidemment aussi sur l'héritage familial et et l'importance de son père et de son professeur de musique au conservatoire. Mais déjà quand même en préambule, on peut dire que Ennio Morricone, c'est quand même une personnalité assez étrange et assez particulière dans le monde de la musique de film, qui est déjà un monde à part dans le monde du cinéma, parce que on sait que les bofophiles, comme on les appelle, sont en général quand même des tarés qui collectionnent jusqu'à 15 ou 20 exemplaires de la même bande originale. Christophe Gans par exemple, qui est déjà un cinéphile bien pété du casque. En termes de bande originale, il est encore pire que tout ce qui peut exister. Je me rappelle l'anecdote de l'ancien présentateur de cette émission, Erwan, quand il l'a rencontré. Non, une anecdote qu'on lui a racontée. Ouais, de Le Maire. Où il présentait sa vitrine de vinyle déjà gigantesque, et il disait: ah oui, c'est tous vos vinyles de BO. Ah non, ça c'est juste la vitrine Ennio Morricone. Oui, il est vraiment taré. Et donc Morricone, effectivement, c'est un cas à part, parce que certes, il y aura beaucoup de compositeurs stars comme les Polydorus, comme des Williams, comme des Goldsmith, comme des Korngold ou bien Horner, mais Ennio Morricone, c'est peut-être le seul compositeur qui a réussi à être une star en dehors de la musique de film. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est connu du très grand public, à l'inverse par exemple des mecs justement comme Williams, même si on va tous connaître ses bandes originales pour les Star Wars, pour les Indiana Jones et puis les Harry Potter et puis compagnie. Morricone a vraiment un statut à part, c'est qu'il a un véritable statut pour le coup d'icône de la musique contemporaine au-delà de la musique de film. Et ça vient évidemment de plusieurs choses dont on va parler tout à l'heure, mais c'est un agrégat finalement de toutes ses influences et de toutes les compositions qu'il a pu faire. Et ce long documentaire, donc pour le coup, retrace, je trouve, quand même bien, et avec moult d'images d'archives, moult propos intéressants, parce que ça parle réellement de musique plus que des ragots
et autres choses qui sont en général pas très intéressantes dans les documentaires sur les musiciens et sur les compositeurs de manière générale, alors que là pour le coup ça parle vraiment influence et boulot quoi. Ce qui est plutôt, je trouve, une des choses les plus intéressantes dans le film, pardon. Simon. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais je voudrais juste émettre un bémol une bonne fois pour toutes, pour plus en reparler après, concernant la forme même de ce documentaire. Effectivement, très dense, très riche, qui passe du temps sur des périodes que moi je connaissais moins et qui explique pourtant la figure Morricone et sa signature. En revanche, il adopte une forme qui me pose problème. Alors, comme il y a déjà beaucoup d'intervenants, ça démultiplie le problème. Et beaucoup de vedettes, surtout, qui viennent pour juste balancer une phrase ou deux. Voilà, c'est ça. Et c'est cette façon, il me semble, assez contemporaine, plutôt que de laisser le temps de parole ou le temps d'image à la personne qui parle, on essaye par le montage, par des jeux de ping-pong entre plusieurs intervenants, de reconstituer par exemple une situation qui est évoquée. Je suis complètement d'accord. C'est très anglo-saxon comme manière de faire. Effectivement, c'est la nouvelle mode des documentaires. Et il a opté pour ça, et j'ai trouvé ça fatigant parce qu'on a déjà beaucoup d'informations à. Je pense que ça se comprend par une espèce de contradiction qu'il y a dans le film entre, d'une part, vraiment un désir de vulgarisation. Et je pense qu'il a vraiment. Le film n'est pas fait tellement pour. Tu vois, même moi. Il y a quand même pas mal de... Je n'ai pas appris tant que ça de trucs, tu vois, sur Morricone. J'ai vu des images et tout que j'avais jamais vu, mais j'ai pas appris vraiment des trucs sur sa participation dans la pop musique, sur son rapport à la musique expérimentale. C'est des choses que je savais déjà. Donc les gens qui sont spécialistes de Morricone ne vont pas vraiment être surpris. Donc cette partie-là du film s'adresse plutôt au grand public. Non, mais c'est pour ça que Par je contre, que justement... la partie musicale, elle s'adresse plutôt aux musiciens, dont à mon avis fait partie aussi Tornatore, parce que tu vois bien dans les conversations qu'ils ont ensemble. Morricone lui parle comme un musicien, comme il est technique. Voilà, il parle technique. Vu le fait que Morricone c'est une icône de la musique de manière générale, il y a justement un côté grand public quand même pour un peu rappeler toutes les influences, tout le travail qu'il aura fait avec des chanteurs de pop dans les années 50 et puis les années 60, et comment est-ce que ça passe avec la musique concrète, comment est-ce que son rapport à la musique, à la chanson et au thème va influer ses compositions pour le cinéma, justement montrer un peu cet agrégat finalement d'influence et de musique pour un grand public. En conclusion, il ne fait pas confiance à son public. Parce qu'il surligne tous les effets, toutes les phrases. C'est vrai que c'est pas ce que j'ai préféré non plus. Moi, ça aurait pu être un film de 2 heures avec juste Morricone dans un salon qui parle et des extraits de films pour alterner, ça aurait été parfait. Ouais, après, je pense que je suis d'accord avec vous, notamment, c'est vraiment le début du film, l'introduction, où tu sens qu'on est dans une espèce de morning routine. D'ailleurs, on voit Morricone faire sa morning routine du documentaire contemporain. Mais je pense qu'il faut prendre cette introduction, donc en effet ultra cut, avec des dialogues par des Quentin Tarantino, par des Bruce Springsteen, par exemple, je ne cite que. Où tout le monde dit qu'il est génial. Tout le monde dit qu'il est génial, mais ça tout le monde le sait. Il n'y a pas un mec qui va venir dire ah c'est quel gros nul. Mais on sent que voilà, ils n'ont pas grand chose à dire. Même Hans Zimmer. Et tu sens que voilà, on est plutôt dans une espèce de promotion dans les bonus DVD qu'on faisait il y a quelques années. On est dans cette logique-là, mais en même temps, je trouve que cette intro, elle est bien parce qu'elle permet d'accrocher un spectateur qui est peut-être moins au fait de la carrière de Morricone, et surtout, je trouve qu'elle rebondit bien avec le final, alors sans trop spoiler, mais tout le rapport qu'il a avec une musique, je vais dire musique pop vraiment pour englober le truc, même si le mot est pas avec génial. Le rock, avec le rap, mais avec le rock, avec le rap, avec les musique mainstream, quoi. Avec Muse, avec Metallica, et en fait, je trouve que cette espèce de modernité dans la forme du documentaire contemporain, je trouve que elle est contrebalancée par... Enfin, je trouve que ça rentre dans une modernité du documentaire contemporain en convoquant à la fin Metallica, Muse et tout ça. Après, voilà, ça dure... Tout ça dure en gros une vingtaine de minutes, début et fin, et puis en fait, au milieu, tu as le cœur vraiment du film. C'est juste. Sachant que sur ces questions de montage, on en reparlera sûrement, mais je trouve qu'il y a des moments plus intéressants. Il y a des moments de montage intéressants, notamment les moments où on le voit diriger les orchestres. Et où on a plusieurs couches temporelles. Et ça, je trouve que là, par contre, Tornatore, je trouve, est beaucoup plus incisif et beaucoup plus pertinent, en fait, sur ce qu'il essaye de dire que, justement, effectivement, ce côté un peu classique, qui, moi aussi, m'a... Est-ce qu'on a besoin d'avoir Tarantino qui nous dit qu'il est génial, sachant que Tarantino, t'as juste à lui tendre un micro et dire un nom, et il dira forcément... Tu remplis le blanc, et il dira que c'est génial, de toute façon. Sauf quand il parle de Ford. Ouais, où il dit, ouais, bof. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que il y a des gens... Par exemple, Hans Zimmer, voilà, qui a fait 2-3 travaux que je trouve plutôt sympathiques. Globalement, il me casse plus les oreilles, mais c'est quand même globalement un gros naze qui fait pas vraiment la musique, il fait péter plus les basses. Oh là là, vous allez vous faire des ennemis. Il y a des fans de Media Venture. Il y en a. Mais Hans Zimmer est intéressant, en effet. Mais par exemple, le boss... Hans Zimmer est plus limité.
en fait, en termes de chant. Mais ce qu'il raconte, composition. Mais ce qu'il raconte, c'est plutôt intéressant. Ce qu'il raconte est intéressant, mais effectivement. Mais le buzz, ce qu'il raconte, c'est limite. Paul Simonon, franchement. Il a une phrase. Alors, Dieu sait que j'adore les Clash, mais bon, putain, quand même. C'est un peu limité. Roland Joffé, c'est intéressant. Roland Joffé, c'est hyper intéressant. Et après, il y a toute les gens qui ont travaillé italienne. Les gens qui ont travaillé avec lui, de toute façon, de manière générale, toutes les choses qu'il raconte sont beaucoup plus intéressantes que les quelques vedettes qu'on voit. En général, du coup, c'est les gens les moins connus, ceux qui étaient avec lui à l'école, ceux qui ont bossé avec lui vraiment dans les compos, les trucs comme ça. Les collègues du conservatoire, ça c'est intéressant aussi. Justement, parce que du coup, pour reprendre un peu le cours de sa vie, son père lui-même était joueur de trompette, donc il est né plutôt dans une famille quand même assez pauvre, où il n'y a que le père qui travaille, parce que c'est l'Italie de l'époque en même temps, et donc c'était le seul qui pouvait subvenir aux besoins de la famille. Morricone, lui, aurait plutôt voulu devenir avocat ou bien médecin, et son père lui a fait non, tu vas jouer de la trompette, c'est quand même le monde à l'envers. C'est quand même le monde à l'envers. Et donc son père... Ouais, mais c'est pas si étonnant que ça dans une famille de musiciens, parce que c'est une espèce d'ambiance de cirque où tu transmets. Il faut voir aussi que c'est les années 30-40. Donc avec l'idée il est né en 1928. Tu es un artisan, t'es musicien, t'es un artisan, tu transmets ton savoir à ton fils, et ton fils reprend la boutique après. Et donc c'est pour ça que son père assez vite l'envoie au conservatoire à Rome, là où il est né, à 11 ans, et donc pour apprendre la trompette justement, sauf que Morricone, lui, assez vite, quand il est avec ses petits camarades qui sont eux plutôt des gens d'extraction de famille plutôt aisée, lui, en fait, il a envie d'apprendre la composition et l'orchestration, ce qui après il se faisait pas du tout, surtout avec les trompettistes, surtout pas quand on parle de trompette, quoi. Mais bon, à force de genre un petit peu tanner les gens et d'avoir des bonnes notes en trompette, il va réussir à faire son nid, et il va notamment se trouver un maître qui s'appelle Petrassi, qui va vraiment le prendre sous son aile et qui va le faire évoluer et lui apprendre tout l'art de la composition de manière générale, parce que surtout pour le conservatoire qui est plutôt destiné à faire soit des grands interprètes dans des concerts, dans les opéras et compagnie, ou alors à faire des vrais compositeurs de musique classique. Sauf que le marché de l'art et de la musique étant ce qu'il est en Italie après la Seconde Guerre mondiale, on va dire que c'est, comme on dit, un champ de ruines. Donc c'est pas super facile. Et c'est là que Morricone, du coup, va être amené à travailler pour la RAI, à la télévision, en faisant des petites orchestrations, soit pour des feuilletons, soit pour des magazines de divertissement, donc à la téloche. Et il va être repéré quand même, parce que le garçon est doué, donc par des chaînes de musique RCA en compagnie. La version italienne, enfin la branche italienne de RCA, qui est un gros label américain. Qui est une des plus grosses branches à l'époque de la musique. Et donc, il va être amené à travailler, pas forcément à composer, mais en tout cas au moins à orchestrer une paquet de chansons pop absolument merveilleuses. Il y a plein de compiles qui existent sur les chansons totalement pop de Morricone. En France. C'est une partie de la musique européenne qui est totalement négligée en France. On n'a jamais entendu parler de tous ces chanteurs. Alors que la pop italienne était peut-être la plus belle de l'époque, et il a quand même composé pour parmi les plus grands et les plus grandes stars de l'époque italienne. Il y aura Mina, il y aura Caterina Casselli et puis compagnie. Moi, je conseille le film de Pietrangeli, je la connaissais bien, qui est un film qui a un track listing avec une vingtaine de morceaux de pop italienne du milieu des années 60, avec même du Gilbert Becco en italien, et c'est génial à écouter, quoi. Enfin, il y a un continent entier à découvrir en pop. Et Morricone a largement exploré ce continent. Il y a 5 ans, dans cette émission, on a fait une année entière à passer que des morceaux de pop italienne. Donc, on a quand même fait le travail. Et donc voilà, mais de toute façon, pour revenir sur cette art de la chanson chez Morricone, ce qui participe aussi à sa spécificité dans le monde de la musique de film. On parlait de Hans Zimmer tout à l'heure, par exemple. Hans Zimmer, pour le coup, ce n'est pas un mélodiste, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui a des thèmes forts dans sa musique. C'est plus du sound design, c'est plus des choses comme assez particulières, mais qui fait beaucoup plus justement de la musique contemporaine, alors que Morricone, il avait réellement l'art de la chanson, et c'est quelque chose qu'il va réussir à transposer dans ses compositions pour les films, que ce soit à la télé ou bien pour le cinéma, parce que quand même c'est un grand mélodiste, et c'est quelqu'un qui a toujours réussi à créer des thèmes hyper forts, hyper rapidement. Gal, s'il arrive à trouver comment marche le micro. Non, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, dans le sens où Hans Zimmer, c'est quand même un mélodiste. Il a quand même des thèmes. Simplement, il a un thème, il a une orchestration de thèmes un peu lourde. Qui est, c'est ça. En fait, c'est l'orchestre qui joue le thème en entier, ensemble, avec un sound design par-dessus. Chez Morricone, il y a vraiment un travail. Du coup, on sent la patte de l'orchestrateur derrière au départ. Et il y a vraiment un travail du thème pris comme soliste par un instrument, et avec des instruments qui ont un son spécifique. Et avec les histoires de contrepoint aussi, qui est super important chez lui. Du coup, c'est une écriture, on va dire,
qui se rapproche plus en effet d'une influence. On voit qu'il y a une influence de contrepoint, de Bach et de choses comme ça, parce que justement... Qui est son compositeur préféré. Il y a ce travail d'écriture qui est vraiment horizontal, alors que chez Hans Zimmer, tu vas avoir quelque chose de très vertical, où c'est de l'harmonie, bam, 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 martelé. Et c'est ça qui crée le thème. Voilà. Mais merci. Mais donc effectivement, de toute façon, sur toutes ces questions de contrepoint et d'influence, à la fois de la musique classique, de la musique contemporaine et puis de la musique moderne, c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises quand même dans le film sur son différent réseau d'influence, on va dire, en termes musicaux, parce que donc effectivement, il a une formation musicale classique de par le conservatoire, il aura vu Stravinsky en concert, en train de bosser avec ses musiciens. Il fera donc de la musique pop de l'époque, mais en la mêlant donc avec des choses qui lui l'intéressent aussi assez vite, qui est la musique sérielle ou bien la musique concrète de manière générale. Il aura le bruitisme. Voilà, le bruitisme avec les œuvres de Cage par exemple et compagnie, mais qui reviennent assez souvent dans le documentaire, et que assez vite il va utiliser pour certaines chansons pop qu'il va faire, en utilisant des instruments qui a priori n'en sont pas, comme des machines à écrire par exemple, ou je sais pas, une planche à linge, des choses comme ça, quoi, qui va créer un son particulier et assez différent, qui va beaucoup perturber les gens avec qui il va travailler au début, que ce soit avec des membres du conservatoire ou avec l'industrie du disque, on va dire, parce que c'est des choses qui justement ne se font pas à l'époque, et le milieu de la musique, et surtout de la musique classique, étant quand même un milieu assez conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, où la nouveauté de manière générale est quand même assez mal accueillie. C'est quand même un milieu où en 2022, encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont du mal à accepter le jazz. Oui. Et il y a toujours un débat, il y a toujours un grand, mais c'est un peu comme les médiévistes et les modernistes en histoire de l'art, quoi. T'as des espèces de clans comme ça, et les mecs qui tiennent la chapelle musique classique, le reste, ça n'a strictement aucun intérêt. Enfin, en tout cas, il y a encore des gens, paraît-il, qui sont comme ça. Et il y en a. Et on verra jamais un classiqueux aller à un concert de jazz, parce que c'est se compromettre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le documentaire, tu vois qu'il y a vraiment une espèce d'exigence très très haute, presque aristocratique. En fait, par rapport à la musique classique, et en fait, Morricone raconte bien que en fait, les premiers trucs qu'il joue, il est obligé d'aller jouer de la trompette dans les baluches, voilà. Et avec un phoné caché. Et ses collègues racontent qu'il avait l'impression de se prostituer, en fait, avant de comprendre que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Mais en fait, pour son maestro, pour le coup, c'était vraiment de la prostitution, voilà, à la fois de faire de la musique pop et encore pire, de faire de la musique pour des films. Et apparemment, il cachait à ses collègues du conservatoire, il cachait à ses anciens professeurs le fait qu'il travaillait à la radio, le fait qu'il faisait de la musique pop, qu'il travaillait sous pseudo, parce que il avait honte. En fait, il avait l'air à la fin de sa vie encore à fleur de peau sur ces questions. C'est ça qu'on ressent beaucoup dans le documentaire. Alors Morricone, moi je savais pas ça, mais c'est un soul pleureur, ce mec. Oui, mais là, c'est un mec qui est ultra sensible. Tu sens que les trucs du passé, il revit ça. D'autant qu'en plus là, quand même, parce que le film a été tourné, je pense, au long cours, parce qu'il y a plusieurs des membres dans le documentaire qui sont morts depuis, dont Morricone, mais aussi Bertolucci par exemple, qui est mort il y a 2 ans déjà, qui pourtant là, a l'air encore en forme parce qu'il est pas encore dans son lit. Mais tu sens qu'effectivement, de toute façon, Morricone, je pense qu'à ce moment-là, il sent à peu près de toute façon que sa fin est entre guillemets proche. Il avait écrit son autobiographie, il y a ce film-là qui se faisait, il avait comme plus ou moins décidé l'Oscar arrêter les concerts, voilà, un Oscar d'honneur plus un Oscar pour la BO de Hateful Eight en 2016. Donc il savait un petit peu qu'en gros la boucle était bouclée, et après il allait pouvoir rester un peu peinard pour vivre avec sa femme, avec le reste de sa famille, que lui-même disait ne pas avoir trop vu du coup pendant ses plus de 50 ans de carrière, où il était quand même d'une productivité effarante, parce qu'il a fait quand même presque plus de 500 BO de films, plus quand même... Quand tu vois la vitesse à laquelle il écrit sur les partoches, ouais. C'est rien que, enfin, moi, je sais pas, c'est ça qui m'a bluffé dans le film, c'est du mec tac 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 tac, et tu sens les notes s'enchaînent, le mec réfléchit presque pas, en fait. Tu sens le métier, quoi. D'autant que pour chaque film, il a au moins 5 ou 6 thèmes d'avance, au cas où, si jamais le RAL veut en changer, ou bien faire des variations dessus et compagnie. Il a des années de pointe où il est presque à une composition par mois. C'est incroyable. C'est aussi l'âge d'or d'un certain cinéma italien qui fait qu'il peut en plus varier les plaisirs, puisqu'il peut être, il a pu être un temps sur le western, un temps sur le giallo, un temps sur la comédie italienne. Il a fait à peu près tous les genres, y compris dans les polars, plus des films d'auteurs. Et puis des Pasolini, du Elio Petri, du Wertmüller, Bertolucci. Il y a l'embarras du choix. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors moi c'est ça que j'aime bien, c'est ce que j'ai toujours beaucoup aimé avec les Italiens, c'est que à la fois il y a ce côté opératique, même dans la manière de se concevoir musicien. C'est-à-dire quand on est musicien italien, on n'est pas musicien du bas de la rue.
musicien. On est tout le corps et l'âme de la personne est dévoué à la musique. En tout cas, c'est ce que t'en montres. Donc il y a ce côté hyper dramatique en fait dans la musique. Et en même temps, et alors c'est ça que j'aime beaucoup. En même temps, et j'aurais aimé qu'il y ait plus ça dans le film. Et il y a plein de moments où je sais pas quoi faire comme thème. Je suis sur un autre film en même temps, mais je vais piquer le thème du gars d'à côté, puis je vais me changer 3 notes et puis ça passera bien. C'est Pontecorvo ça qui. Ouais, Pontecorvo qui un sacré margoulin sur Quémada. Sur Quémada, mais sauf que ça va très bien en fait. Et ça, je trouve que là, c'est assez intéressant, même si je trouve que ça aurait mérité peut-être d'en avoir un peu plus là-dessus sur le fait que, oui, effectivement, c'est un grand artiste et tout, mais que dans la réalité concrète, en fait, il y a un côté soutier, en fait. Il y a un côté prolétaire, il y a quelque chose de prolétaire, en fait, et qui va aussi avec son origine sociale. Et qui avait aussi, de toute façon, avec beaucoup des films qu'il a travaillé, qui sont quand même, il y a pas vraiment de film de droite non plus, parce qu'il a quand même bossé, pour le coup, avec un bon paquet de gauchistes, avec les Petri, avec les Pontecorvo, justement, avec des Solima, tout ça. Donc, au moins, on sait de quel côté de la barricade il était, quoi. Alors que c'est un catholique fervent qui a écrit des messes pour un vrai italien. C'est une messe pour le pape François en 2015. Ouais, exactement. Mais voilà, et j'aime bien moi ce mélange justement de noblesse, tu vois, de côté la musique c'est super important et tu sens que c'est super important. Il est vachement sincère et en même temps c'est un boulot. Et en même temps c'est un boulot. Voilà. Et je trouve que ça montre bien ce que c'est que compositeur de musique de film, c'est que tu peux avoir vraiment des très grandes exigences artistiques et les traduire en musique. Il y aura un moment, tu vas bosser comme un prolo qui va à l'usine, et ça peut être effectivement un peu schizophrénique en termes de manière de se voir, quoi. Après, c'est vrai que le terme schizophrène apparaît dans le film, lui-même se qualifie de schizophrène, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur ce côté un peu sol pleureur. Alors, il y a une exigence artistique, certes, mais moi, je trouve que le film retranscrit très très bien, c'est son exigence émotionnelle. C'est-à-dire que le film aurait pu être une succession de name dropping. Alors, sur les 500 films, il y a une palanquée de chefs-d'œuvre. Et même quand on regarde le film, on fait « Ah putain, il était une fois dans l'Ouest, c'est un des plus beaux films du monde. Ah putain, 1900. » Alors que quand même, il y en a c'est un des plus beaux films du monde. Il y en a que j'ai pas vu. Il y en a que j'ai pas vu, dont j'ai découvert des images. Du monde. Il était une fois en Amérique, c'est un des plus beaux films du monde. Et tu vois, même The Mission, la description du film The Mission. Le moment sur The Mission, c'est incroyable. Alors que c'est quand même un peu chiant. C'est pas le plus. Alors, jamais on va dire que c'est l'un des plus beaux films du monde. Et en fait, tu regardes le truc, tu fais putain, c'est pas mon morceau préféré. C'est loin d'être mon morceau préféré de Morricone, mais quand tu le vois jouer et quand Morricone t'explique comment les 4 thèmes se réunissent en un seul thème, les 3 thèmes se réunissent en un seul pour faire la mélodie finale du film, et que tu la vois jouer en live. Waouh, là tu comprends en fait la construction. T'as ce côté-là, bien entendu, parce que tellement de chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, mais en même temps, ce que le film réussit très bien, c'est donc de laisser la parole à Morricone, expliquer techniquement comment je construis une musique, mais l'émotion n'est jamais trop éloigné. Moi, j'ai apprécié les moments de silence, en fait. Alors, Morricone se permet de pleurer, ou du moins de sangloter. Alors ça, c'est absolument bouleversant. Et il y a des moments de silence qui sont absolument majestueux et qui, je trouve, comme tu disais, Doc, élèvent encore plus la persona de Morricone au-delà du simple compositeur de musique du film. Et en fait, tu as devant toi un musicien et un homme qui a envie de bien faire son boulot, de se piquer 2-3 trucs, de faire un petit peu le margoulin, mais en même temps d'émouvoir l'humanité. Et ça, moi, je trouve ça absolument bouleversant. Et quand tu vois les images des films, les films qu'on connaît, parce qu'on les a pas tous vus, mais les une fois en l'Amérique, les 1900 de Bertolucci, les Moissons du ciel, The Mission, on les a vus. Il était une fois dans l'Ouest. Mais en même temps, voilà, il y a une vraie beauté émotionnelle, il y a une vraie beauté humaine et dans le film, que le film retranscrit très bien. Et qui a à voir avec la timidité aussi de Morricone. Mais en même temps, Morricone, c'est quelqu'un, c'est pas Sergio Leone, il n'y a pas le côté. Il y a quand même aussi un petit côté vachard, notamment quand il parle du grand silence de Corbucci, où il dit au début, là, un plan super beau avec un cheval dans la neige, donc il fait pas de bruit et le rôle principal est muet. Il fait un thème pour le film et Peter Gucci qui lui dit « Ah, mais c'est la plus belle musique que tu m'aies jamais fait. » Forcément, pour une fois, on peut l'entendre, quoi. Il n'y a pas de coup de feu et compagnie. Il n'y a pas de mecs qui parlent les uns sur les autres. Et ça, pour le coup, c'est aussi un des aspects intéressants de la musique de Morricone. Ce qui a aussi de toute façon à voir avec l'époque où maintenant dans la musique de film comme on a tendance à en mettre partout tout le temps alors que chez Morricone au contraire
c'est beaucoup plus dosé et c'est beaucoup plus intelligent. Nous en avons vu un bon exemple dernièrement avec American Ninja, n'est-ce pas? Oui, par exemple, exactement. Il y a un cinéaste qu'on voit pas beaucoup dans le documentaire et qui a permis à la musique de Morricone d'exister à l'image, vous voyez venir, c'est De Palma en fait. Bon, et évoqué un thème assez fort des Incorruptibles. Donc on peut aussi penser à Outrage. Je crois qu'on l'entend, mais alors, vraiment de passage pourtant, sur la question. une des plus belles compositions de Morricone pour le film le plus dur de Brian De Palma. Mais et qui ont ces notes qui ont le temps d'exister dans une image qui est effectivement dure à encaisser. Donc là, il y a un travail de Morricone qui accompagne le spectateur dans cette expérience qui reste difficile qu'est le film. Mais comme il y a des films qui sont absolument pas mentionnés, The Thing par exemple. Oui, alors peut-être la collaboration a été compliquée. Oui, je sais, mais ça aurait été intéressant d'entendre le point de vue de Morricone, parce que le point de vue de Carpenter, on le connaît, mais le point de vue de Morricone, on ne le connaît pas. Sachant que Morricone a quand même bossé dessus. La BO et les morceaux rejetés sont désormais dans le film de Tarantino, dans les Hateful Eight. Parce que justement, il le faisait beaucoup, des morceaux qui étaient rejetés pour des films, il les réutilise 5, 20 ans après, justement, pour des films, parce que rien ne se perd. Il reste que les 2 notes de The Thing sont quand même de Morricone, ça suffit. C'est quand même pas mal à faire un score de Morricone. On va faire une petite pause musicale rapide avec justement un morceau d'Ennio Morricone. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était évidemment Ennio Morricone avec La Casa delle Streghe, extrait du film de 1976 pour la télévision Drammi Cotici. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais ça veut dire la maison des sorcières. Exactement, voilà. La Casa delle Streghe. Mon italien est un peu rouillé. Si je me trompe pas. Mais donc ça nous fait un bon passe-plat parce que donc, à la fois pour montrer que les différentes influences de Morricone qui ne sont pas justement que de la mélodie pure jus, mais aussi cette influence de musique sérielle et de musique concrète et de musique qu'on dirait chelou dans le grand public, mais qui le monde d'Erwan. Voilà, exactement, qui participe un petit peu à tout ça et qui va notamment mettre à la fois dans certains de ses films politiques pour Elio Petri notamment, mais aussi dans les différents giallo qu'il aura pu mettre en musique, que ce soit les films de Bava ou les films de Dario Argento. Il fait notamment les trois premiers films d'Argento, si je ne dis pas de bêtises. Il reviendra après pour la trilogie animale, et il reviendra plus tard pour le syndrome de Stendhal et le fantôme de l'opéra. Puisque tu cites Pietri, il faut quand même dire un mot de ce passage que j'ai trouvé assez réussi du documentaire sur Enquête sur un citoyen au-dessus sous tout soupçon, sur l'apport aussi de cette musique qui dérangeait d'abord Pietri, si ma mémoire est bonne, et puis qui en fait lui révèle à lui-même son propre film, tout compte fait. Parce que c'est ce que dit Morricone à un moment donné, le metteur en scène, il supervise tout, les acteurs, le cadre, les décors, les machins, mais le seul truc que les réalisateurs ne comprennent jamais, c'est la musique. Et c'est ce que disait Cameron aussi, par exemple, qui est un mec qui sait à peu près tout faire sur un plateau, mais il y connaît que dalle à la musique. Après, c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être des fautes de goût dans certains de ses films. Mais alors, on en parlait hors antenne, il y a aussi visiblement les producteurs qui n'y connaissent rien, puisque le père de Argento, qui produisait les 3 premiers longs d'Argento, n'avait pas l'air d'apprécier les variations proposées par Morricone. C'est vrai que c'est des tentatives assez, pour le dire platement, expérimentales. Mais parce que les films eux-mêmes d'Argento étaient presque des variations finalement sur les mêmes thèmes. Mais c'est ça, le cinéma d'Argento, c'est expérimentation. Voilà, L'Oiseau plumage de cristal, c'est une expérimentation autour du cinéma d'Hitchcock essentiellement. Donc c'est assez logique finalement que la musique de Morricone, et moi je trouve que ça justement, moi c'est ce qui fait que j'aime beaucoup cette trilogie animale, notamment les 2 premiers, celui-là et le chat à 9 queues, c'est que je trouve que Morricone fait quelque chose de vachement différent de ce qu'on est habitué à entendre de lui. C'est super intéressant. Mais tu parles de Hitchcock, c'est marrant parce que du coup, en pensant à Hitchcock, on pourrait penser à la musique de Herman, sauf qu'il y a bien un truc qui a répété quand même beaucoup de fois dans le documentaire, c'est qu'il refuse d'imiter les autres. C'est-à-dire que même si les réalisateurs ont des... Sauf les grands compositeurs, sauf de mettre un clin d'œil, quoi, sauf sous forme de clin d'œil. Le clin d'œil de Bach, par exemple. Sauf si par exemple les réals qui ont des thèmes track que sur leur film durant le montage, ils refusent de faire la même chose, ou en tout cas d'imiter ce que d'autres compositeurs auront fait et que le réal aurait choisi. C'est lui qui veut composer spécifiquement pour le film et il refuse de reprendre, à moins donc évidemment de citer du Bach, du Mozart, du Verdi par exemple, parce que ça participe de son réseau d'influence de musique classique qui est justement dans
un imaginaire collectif plus qu'un univers de cinéma. À mon avis, c'est aussi, s'il y a bien une marque, à mon avis, de l'ego de Morricone, c'est ça, c'est que Morricone veut bien, il est très sûr de son génie, veut bien faire des citations de Verdi ou de Bach, mais je pense qu'au fond de lui, il se met au niveau de Verdi et de Bach, et donc il est hors de question d'aller imiter some lesser men, quoi. C'est-à-dire des gens. Non, je plaisante un peu, mais je pense qu'il y a aussi cette idée-là. Cette idée, c'est lui ce qu'il veut, c'est ça. Je pense que ça s'inscrit aussi quand même dans une. C'est quand même quelqu'un qui vient du coup d'une formation classique, conservatoire, tout ça, et du coup ça s'inscrit dans une histoire de la musique qui a toujours fait ça chez tous les compositeurs. Bach copiait Vivaldi, les Berlioz prenaient des thèmes du Dies Irae, enfin tout le monde piquait à tout le monde, et du coup il y a un peu cette chose-là, et souvent à des choses du passé, ou alors un contemporain qu'on admire vraiment, quoi. Mais du coup je pense qu'il se positionne finalement un petit peu dans ce sens-là aussi, je fais un pastiche, et il faut pas le voir comme quelque chose de je me moque de la musique ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment dans cet ancrage, on va dire, dans une historicité de la musique. Chez les compositeurs classiques, qui se fait beaucoup, quoi. Mais tu vois qu'il y a quand même pour moi, il y a quand même un truc qui traverse tout le film, c'est comme cette espèce de désir de reconnaissance avec l'histoire de l'Oscar. Parce que moi, de mon point de vue, je veux dire, les Oscars, ça signifie rien du tout. C'est-à-dire, c'est comme une palme d'or. Parce que t'es pas un professionnel. Si toi tu considères justement que t'es un professionnel, t'as pas besoin qu'on vienne t'accrocher des médailles tous les 5 minutes. Sauf que tu vois bien que pour Morricone, c'est super important. Pourquoi il a raté 3 fois quand même. Alors c'est important parce que c'est quelqu'un, tu sens bien, qui a un complexe d'infériorité par rapport à son talent. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a un complexe de supériorité, qui est tiraillé entre les deux. Et surtout, c'est quelqu'un qui vient d'une famille pauvre et qui veut que son nom soit reconnu, en fait, à l'image des aristocrates et des riches, en fait. Et pour moi, il y a un truc social derrière qui se passe, ça aussi. Ouais, il y a une frustration peut-être à pas être reconnue autant dans le milieu, on va dire, de la composition contemporaine aussi. Enfin, tu vois. Parce que, oui, de ne pas être reconnu comme un vrai musicien, entre guillemets. En face de lui, au XXe siècle, tu as quand même des types comme des compositeurs classiques qui ont écrit de la musique de film. Tu as quand même Prokofiev et Shostakovich. Et finalement, ils sont plus connus pour leur œuvre hors cinéma que pour leur œuvre de cinéma. Lui, c'est l'inverse. Alors qu'il est attaché quand même à son œuvre hors cinéma aussi, quoi. Donc je pense qu'il y a une petite part de frustration là-dessus et un besoin de reconnaissance au moins dans un des deux mondes, quoi. Oui, mais même s'il a l'air clairement très émotif dans le film, il faut quand même aussi qu'on prenne du recul par rapport au film qui fabrique peut-être aussi des envies qui ne sont pas si prononcées chez lui. Pour revenir sur la question de l'Oscar, qui sait, c'est peut-être ça, c'est séduisant aussi dans la construction de documentaires d'insister sur le fait que vraiment il le voulait, alors que une conclusion il y a une histoire aussi d'une année où alors qu'il propose une de ses plus belles BO avec The Mission, c'est un film qui a une bande originale qui n'est qu'en partie original et qu'il remporte l'Oscar, donc ça, voilà, c'est le caractère un peu injuste. Le film de Bertrand Tavernier avec la BO, voilà, super BO par ailleurs. Par ailleurs, mais c'est pas la question, mais donc voilà, le film a besoin un peu d'entretenir ça. Faut, je pense aussi le prendre avec précaution. Ce côté Billy Elliot, effectivement, les fins en apothéose, quoi. Voilà, les fins on danse, on chante. Et puisque vous évoquiez donc ce que lui il reçoit en héritage, ce serait aussi c'est dommage en fait que le film, mais il est déjà assez long, ne prenne pas vraiment le temps de parler de son héritage à lui. Alors, il le fait dans la musique populaire que tu as évoqué, Thibaut, dans le R&B ou le métal ou je ne sais quoi, mais il le fait pas dans le monde de la musique de film, ne serait-ce qu'en Italie. Et comme on n'a pas de documentaire, enfin moi j'en connais pas de documentaire qui reviendrait vraiment sur ces BO du grand âge d'or du cinéma italien, on aurait voulu croiser, on en parlait hors antenne, de Bruno Nicolai, comment lui a eu un impact sur des genres déjà cinématographiques, on en a évoqué certains, et puis sur des collègues, quoi. Et puis même après sur le western, parce que je veux dire aujourd'hui faire un western aux États-Unis avec une musique qui n'est pas une musique morriconienne, c'est pas si fastoche et pas si courant que ça. Maintenant, dans la musique western, Max Steiner n'est plus quand même la référence, quoi. C'est-à-dire que sachant que par ailleurs, Max Steiner, moi je trouve que la BO de La Prisonnière du désert, moi c'est une des plus belles musiques de film. Max Steiner, de toute façon, le style. Mais Max Steiner, il fait tout, Max Steiner. Le style d'Hollywood en termes de musique jusque dans les années 50, c'est quand même la chose qui prédomine dans le cinéma mondial. Ces grands orchestres, la musique badaboum, musique symphonique, quoi. Voilà, les symphonies avec les Korngold, des Herdman, des Bernstein, tout ça. Vraiment un style symphonique qui est quand même très marqué. Alors que Morricone, quand
il arrive dedans, il ramène des choses différentes avec justement l'influence de la chanson. Le thème par exemple de Pour une poignée de dollars, c'est quelque chose qu'il avait déjà écrit pour une chanson un an avant, chantée par Peter Tevis, qui était déjà elle-même basée sur une chanson de Woody Guthrie des années 30. C'est pareil, c'est la question de reprendre justement à la fois de pasticher, de rendre hommage et de pouvoir réinsérer, on va dire, presque un imaginaire américain, finalement, un truc 100% américain des années 20 et puis des années 30, le ramener dans le monde du western à l'italienne 40 ans après. Après, le truc, c'est que si on prend par exemple avec Max Steiner, lui, il a théorisé son rapport à la musique de film. Et lui, il me semble, de mémoire, il voulait que la musique soit limite quasi inconsciente pour le spectateur, alors que chez Morricone... Alors que pourtant, il fait du boucan. Hein. Et il fait du boucan, mais il fallait que ça soit un peu inconscient. Alors que chez Morricone, elle est totalement consciente. Comme le disait le doc en... C'est comme du montage invisible, c'est de la BO invisible. En off, là, on se disait, quand on voit un plan de Romy Schneider... alors déjà, il y a un plan avec Romy Schneider, un gros plan avec Romy Schneider. Donc déjà, ça, c'est du cinéma. Et en plus, tu as la musique de Morricone derrière. Le plan, il fait x10, x1000, x10 000. C'est qu'en fait, voilà, on n'est pas sur le même rapport, il me semble, d'utilisation de lien entre image et musique. Tornatore comprend bien ça, parce que justement, quand il fait la séquence autour de Allons enfants des frères Taviani, il montre d'abord une scène qui est une scène où les personnages marquent le rythme avec leurs pieds. Et donc en fait, quand tu connais pas le morceau, quand tu connais le morceau, tu sais ce que ça va devenir, tu sais que ça va être un morceau beaucoup plus ample que ça. Mais quand tu connais pas le morceau, tu te dis ouais, ok, c'est du plan un peu comédie musicale et tout. Et en fait, donc ensuite, t'as une interview avec les Taviani qui disent ouais, nous on trouvait que c'était parfait comme ça, on voulait pas que ça change. Et puis il nous a amené le morceau qu'il avait lui prévu pour aller. Et juste après, t'as l'extrait avec le morceau de Morricone. Et quand t'as l'extrait avec le morceau de Morricone, voilà. Et là, tout d'un coup, pouf, en fait, t'as l'impression que l'écran, en fait, c'est assez bizarre. T'as l'impression que l'écran s'élargit. Oui. C'est très étrange comme sensation. On parlait de montage en plus tout à l'heure, mais c'est assez intéressant parce que pas pour tous, mais pour pas mal de compositeurs, il écrivait parfois avant, et donc ces morceaux étaient calés, ce qui fait qu'en fait, finalement, le montage du film est influencé par la musique et par le rythme qui est donné dans la musique de Morricone, où finalement, les films ne pourraient pas être montés d'une autre manière, parce que le rythme des acteurs, la manière de couper les plans est de toute façon directement influencé par la musique, ce qui fait qu'il avait quand même un rôle artistique dans la création des films, qu'elle est bien au-delà normalement de celui d'un compositeur. Il est à la limite d'être que scénariste pour moi. Enfin, pour moi, parce que ça se voit dans l'extrait. Alors, à un moment, il y a un passage qui est absolument fascinant. On est sur le tournage d'Il était une fois en Amérique. Ah ouais, elle est bien cette scène. Et en fait, moteur, préparez-vous, moteur, action, tout ça, couper, tout ça, machin, truc muche. Et en fait, Léon, il passe la musique de Morricone pour accompagner les acteurs. Donc là, on est vraiment dans la chose consciente. Il le faisait déjà dans Il était une fois dans l'Ouest pour le duel final, notamment. Tu règles les mouvements de caméra et le pas de tes acteurs sur le rythme de la musique. Et ça rebondit en fait sur Allons enfants, en fait, le rapport à la rythmique sur Allons enfants. Voilà, ça participe de la conscience que Morricone donne à l'image cinématographique. Non mais après je pense que Morricone, c'est ça qui fait qu'il est moderne, c'est que c'est pas juste un accompagnateur d'image. Non. C'est un co-scénariste d'image en fait. Et moi c'est ça qui m'a toujours plu chez lui, c'est qu'en fait il y a des choses qui passent dans la musique de Morricone qui sont dites ni par le scénario ni par les images. C'est un commentaire aussi. Et du coup pour moi je sais qu'il y a des moments, notamment dans Il était une fois en Amérique, pour moi il y a plein de sentiments des personnages qui sont des sentiments qui sont exprimés de manière purement visuelle. Et là pareil, il y a une très bien... Et Tornatore, il a au moins cette intelligence-là, c'est que tu sens qu'il comprend quand même bien Morricone. Et quand il fait ses choix d'extraits, je trouve qu'il fait des choix d'extraits qui sont relativement pertinents. Autant les trucs d'interview, c'est assez discutable, je suis tout à fait d'accord, mais les choix d'extraits, je trouve, sont plutôt intéressants. Sauf quand il nous impose sa légende du pianiste sur l'océan avec Tim Roth. Ça c'était dur. Ouais, bon, c'est vraiment tellement moche. On s'en fiche. Mais par exemple, tu vois, sur Il était une fois en Amérique, là, ce plan justement très beau où tu vois Mo dans son delay, et puis en train de virer ses derniers clients, puis après tu sors, tu recules, t'arrives jusqu'à la cabine téléphonique, et t'as De Niro qui parle, t'entends pas ce qu'il dit, tu sais que ça fait 40 ans qu'ils se sont pas vus, et là toute la musique de Morricone nous dit ce que l'on n'entend pas et ce que l'on ne sait pas. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand deux hommes qui se sont pas vus depuis 40 ans se reparlent à nouveau, qu'est-ce qui se passe, ça donne le morceau de Morricone. Enfin, voilà, c'est métaphorisé, symbolisé, sublimé par le morceau de Morricone, quoi. Et je trouve que là pour moi il y a ça, pour moi on est vraiment dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de dire. En fait, t'as juste besoin de faire écouter et ça marche tout seul, quoi. C'est pour ça aussi que Tom Morricone, il a comme pour revenir au début de l'émission sur le monde des bofophiles, il a un caractère à part. Souvent, il y a les fans de BO et les fans de Morricone. Parce que comme je disais, Morricone, c'est beaucoup plus un art de la chanson qui serait parfois longue plutôt que la question de la symphonie, par exemple. En tout cas, pour ses films, il a écrit
peu de grandes symphonies, à part dans les derniers films de Léon. Par mission. Oui, voilà, par exemple, mais qui sont plutôt des films de dernière partie de carrière à partir des années 80, alors que toutes les choses jusqu'au début des années 80, justement, sont plus de l'ordre presque de la scénette musicale. C'est pop en fait, c'est de la musique pop, c'est des morceaux de 2 minutes 50 qui peuvent tenir sur un 45 tours, donc voilà. Donc c'est catchy comme un morceau de musique pop. Alors que les bouffophiles, eux, ils aiment les morceaux longs qui balancent la purée, quoi. On est tous fans de Polydoris, mais c'est vrai que c'est un style pour le coup qui est réellement différent. Même si Basil Polydoris aussi a connu quand même des phases d'expérimentation musicale qui sont très intéressantes, mais avec des instruments différents, plus des trucs électroniques, tout ça, alors que Morricone il l'a fait, mais dans les années 60, en ramenant dans des univers de cinéma des instruments qui a priori n'avaient pas lieu d'être, comme la guitare électrique par exemple, ou bien ce genre de choses, quoi. Mais ouais, alors après je sais pas comment c'est là que je me rends compte que je suis pas bofophile, parce qu'en fait moi réécouter une musique d'un film que je peux déjà entendre dans le film, tu vois, même couper, même monter, mais l'entendre sous version symphonique, j'écoute déjà pas de la musique classique, c'est pas pour me la fader, tu vois, je vais en musique de film, quoi. Donc c'est vrai que tu vois, Polydoris, moi j'aime beaucoup. Mais t'écoutes pas Conan le Barbare le matin? Non, mais justement, Polydoris, moi je trouve ça très bien dans Conan le Barbare. Mais par contre, à écouter tout seul. Ah si, oh là là. Tu vois, c'est comme par exemple Regarde, Simon est outré. Non mais tu vois, regarde, c'est comme Apocalypse Now par exemple. Dans Apocalypse Now, t'as des morceaux qui sont vachement bruitistes. Bah, c'est méga chiant à écouter, moi je trouve, juste sans les images, c'est méga chiant. Voilà. Et du coup. Carpenter, t'écoutes pas Carpenter? Ben non, en fait, si je veux écouter du Carpenter, je regarde un film de Carpenter en fait. C'est encore mieux. Mais pour moi, c'est encore mieux parce que ça a été fait pour, quoi, tu vois. En voiture, tu peux pas. Même si j'ai une affection très prononcée pour la musique d'Assaut, qui est sans doute on intéresse à son on est d'accord. Et The Thing. On reconnaît une grande bande originale, on peut l'écouter à part et le sentiment et l'émotion est la même. Bah, c'est ce qui m'arrive avec la vie de Brian. Alors. Mais ça, c'est parce que c'est des chansons encore. On est un peu charrette. Un dernier mot, messieurs, pour conclure, si vous voulez. Donc je trouve que le documentaire, c'est quand même un beau portrait, malgré quelques tares ici ou là. C'est quand même un beau portrait qui rend un bel hommage. Surtout des non-documentaires sur des compositeurs, on n'en a pas des masses. Si vous connaissez pas Morricone, vous allez découvrir des trucs. Si vous connaissez Morricone, on va passer un bon moment. Il y a quand même Morricone et tout. C'est super ému. Moi, j'étais super ému pendant tout le film. Ça donne envie de tout réécouter, mais bon. Un chef-d'œuvre en chasse à un autre et on ne sait plus où donner de la tête. On se dit, si on repense à tout ce qu'on doit revoir et écouter, c'est une discographie impossible. Et puis tu vois tous les moments où il chante. Alors qu'il n'a pas une très belle voix, justement. Et ça, c'est super touchant. Il chante comme une pelle. Ouais, mais c'est super touchant la manière dont il dit. Et là, tout d'un coup, je mets ça, et là, je place ça, et là, tu vois le morceau se reconstruire sous tes yeux par la voix de Morricone. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. J'en aurais bien pris. J'aurais enlevé du Tarantino et du Hans Zimmer, et j'aurais gardé plus de Morricone, moi, personnellement. C'est la seule bémol que j'ai, et je partage ton avis là-dessus. On va s'arrêter là. Donc, c'est le documentaire Ennio de Giuseppe Tornatore qui sort le 6 juillet dans les salles en France. Donc, précipitez-vous. En plus, je pense qu'au cinéma, ça peut quand même pas mal péter. S'y mettre le son à fond. Bah, faut mettre le son à fond là. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, rapidement, carrément Fleuret. Alors moi, ça va être Last Curtain Call, le concert de fin de carrière de l'immense groupe de doom metal gothique. C'est l'été, il faut écouter de la musique gothique. Theater of Tragedy, qui date de 2010 ou de 2011. Et puis il faut voir à la fin les larmes de Nell, la chanteuse, et les larmes du public dans ce petit club de Stavanger. Et mes larmes à moi, bien entendu, au moment quand ils lâchent leur dernière track, Forever is the World, me semble-t-il. Voilà, groupe absolument majestueux qui a influencé plein de groupes de metal gothique. C'est super beau. Docteur. Alors moi, ce sera un film, ce sera La balade de Narayama de Shohei Imamura, film de 82, je crois, ou 84, je ne sais plus quand ça date exactement, qui raconte l'histoire d'une petite communauté où les gens pensent beaucoup aux histoires de fesses. Remake du film de Kinoshita de 58, mais dans un style très différent. Dans un style beaucoup plus paillard, mais qui est très sympathique. Simon. J'aurais voulu choisir le documentaire Score. Je ne sais pas si vous connaissez ce film sur la musique de film, mais c'est pas terrible. En fait. Je l'ai vu pour l'occasion, mais j'ai pas été emballé. Non, ce sera voir en live Louis C.K. au Casino de Paris. Bon, évidemment, j'en attendais beaucoup, mais t'as rigolé. Ouais, c'était une heure incroyable. Alors moi, du coup, je me suis fait la trilogie du parrain, donc c'est pas mal.
Et mon coup de cœur, ce serait pour un compatriote de Ennio Morricone, c'est-à-dire Nino Rota, et particulièrement pour la musique qu'il y a dans Le Parrain 2, avec l'arrivée de Vito Corleone aux Amériques. Donc l'ensemble de ce plan de bateau avec tous les immigrants et la musique merveilleuse. C'était pas mal, ouais, effectivement. Alors moi aussi, ce sera de la musique, hein. Ça sera du Hop Hop, le dernier album de Risky. Lachon Hara, qui est disponible sur son Bandcamp depuis quelques mois. Il en avait marre d'attendre le mix de son gars, donc il a balancé la version RAW et c'est absolument formidable. C'est son premier album en 10 ans, hein, donc Risky nous montre encore que c'est quand même un des plus grands du rap français, je trouve. Merci messieurs, on va s'arrêter là, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup Simon d'être venu. Non, merci à vous, ça faisait un bout de temps, c'était très agréable de vous retrouver. Vous êtes des puits de science. Oh, merci, toi aussi. Quel honneur. Prochaine émission, prochaine édition, ciao, bonsoir. Salut.